Oh, bonjour. Comment allez-vous? Dites-moi, pour ceux qui sont sur cette chaîne depuis un certain temps, qui ont vu plusieurs vidéos, plus particulièrement une vidéo du 8 octobre ou 9 octobre 2023, conséquence aux événements du 7 octobre en Israël. Est-ce que vous vous souvenez ce que je vous avais dit? Que je vous avais dit que c'était pour moi un plan qui pouvait permettre de légitimer, de liquider la bande de Gaza pour Netanyahou. Et qu'évidemment, à terme, au-delà d'un concept de génocide, on pousserait la communauté internationale, à un moment donné, à décider de peut-être récupérer les Gazaouis et de les dispatcher aux États-Unis, je sais pas, en Asie, en Europe. Et qui c'est qui avait raison? Qu'est-ce qu'on vient d'apprendre? Oh! Tous les Gazaouis qui souhaitent le faire pourront bénéficier d'un statut de réfugié pour venir en France. Oh! Alors déjà qu'entre les Tunisiens, les Marocains et les Algériens, ça s'entend pas. Les Kurdes, les Turcs. Bah alors maintenant, si vous y rajoutez des Gazaouis, alors là, le bordel que ça va faire. Mais le bordel. Oui, parce que, je veux dire, posez-vous la bonne question. Pourquoi leurs frères musulmans, qu'ils soient libanais, qu'ils soient iraniens, irakiens, syriens, égyptiens, pourquoi depuis le temps ils n'ont pas accueilli en masse leurs frères musulmans de Palestine, qu'ils viennent de Cisjordanie ou de Gaza? Pourquoi? Alors ils l'ont fait il y a très longtemps, mais ils ne le font plus. Pourquoi? Pourquoi l'Arabie Saoudite ne fait-elle pas pression sur la communauté internationale et sur les pays occidentaux qui sont là à baver devant eux parce que ils ont du pognon et que le pognon ça permet de faire tourner des pans économiques de chacun de nos pays occidentaux? Pourquoi est-ce que les Saoudiens font pas pression sur nos pays occidentaux pour faire les gros yeux à Israël? Pourquoi? Il y a peut-être une raison. Vous savez, cette même raison qui, quand vous avez des peuples, alors surtout religieux, vous savez que à travers le monde, vous avez des courants religieux d'une même religion monothéiste qui des fois ne peuvent pas se blairer. Je rappelle, vous avez des juifs yéménites qui ont tenté, qui ont voulu aller vivre en Israël. Ça s'est mal passé pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas purs. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, surtout dans les religions. Enfin, pas partout, mais quand on critique Adolf Hitler qui voulait purifier la race et instaurer la race aryenne, j'ai envie de dire, c'est encore quelque chose qui reste encore assez intrinsèque à certains courants religieux dans les religions monothéistes, ou du moins dans certaines pratiques des religions monothéistes, y compris dans l'islam. Je veux dire, les musulmans afghans, par exemple, les Pashtuns, je crois, ont une pratique de la religion musulmane, de l'islam, qui est légèrement différente et qui parfois n'est pas reconnue par les tenants, que ce soit du courant chiite ou sunnite. Je rappelle, pour mémoire, on a réussi à faire virer Bachar el-Assad. Bachar el-Assad, c'était un musulman chiite, mais attention, c'était un alawite. Les alaouites est une branche dissidente du chiisme.
Saddam Hussein. Saddam Hussein était un musulman, mais un musulman laïque. Tout comme l'était le responsable, le président libyen Kadhafi, Muammar Kadhafi, qui lui aussi était un musulman. Mais dans leur pays, c'était pas la religion qui régnait. C'est pas la religion qui dictait la charia. Alors attention, je ne dis pas que ces gens étaient des exemples, loin de là. Je dis simplement, c'est qu'on était bien content de les avoir pour pacifier des régions dont on savait pertinemment que si jamais on y installait une démocratie, la démocratie, elle tenait pas 5 secondes avant que des tribus, pour des raisons X ou Y, finissent par se faire une guerre. Regardez l'Algérie. Regardez la considération des Kabyles. Même en France, ils ne peuvent pas se blairer. Alors, je pense que c'est important, puisque c'est le sujet. Je rappelle, on a souvent parlé, oui, Free Palestine, blablabla et compagnie, oui, un État palestinien. Je le répète, il existe l'État palestinien. La seule différence, c'est que c'est un État administratif dont les deux entités officielles reconnues et élues par le peuple palestinien sont le Hamas et le Fatah. Mais ils n'ont pas de souveraineté territoriale. Pourquoi ? Parce que Israël, auprès de la communauté internationale, s'est toujours opposé à permettre à la Palestine d'avoir une administration et une souveraineté territoriale. Et on l'a accepté. On l'a autorisé. Alors forcément, quand dans nos pays, vous avez des gens qui se font des manifs avec des kéfiers, sur le plan humaniste, oui, ils ont raison. Mais là où ils ont tort, c'est pourquoi maintenant ? Alors que ça fait plus de 70 ans que c'est comme ça. Pourquoi on ne l'a pas fait avant ? Pourquoi dans les années 90, vous n'avez pas fait des manifs partout dans le monde pour libérer la Palestine du joug israélien ? Parce que peut-être qu'à l'époque, on avait encore des gens un peu intelligents, un peu informés, qui savaient que il y avait quand même certaines influences, certains lobbies qui existaient au sein de nos coulisses, de nos sphères politiques, gouvernementales, institutionnelles. Bon, sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on récolte des fragiles du haut, biberonnés à l'hypersensibilisation et qui n'y comprennent rien de ces choses-là. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est qu'ils envoient un deuxième bateau pour aller essayer de forcer les interdictions d'Israël d'accéder aux côtes et aux plages et aux ports, ce qui doit en rester, de la bande de Gaza. Mais bon, le scénario on le connaît, le bateau, il y a des gens qui s'embarquent là-dedans parce que pour eux c'est de la visibilité. Ils disent ouais, Rima Hassan, elle est revenue en héroïne, etc. Donc allez, tout le monde veut y aller maintenant, parce qu'ils veulent se faire arrêter par les Israéliens, faire des tweets en disant regardez, on se fait arrêter illégalement, etc. Et puis revenir en héros. Mais en quoi t'es un héros ? T'es pas un héros, t'es un pignouf, t'es un guignol. Tu profites d'une situation, d'un contexte pour te faire valoir. Donc arrête de prendre les gens pour des cons. Arrêtez de prendre votre électorat pour des abrutis. Même si malheureusement vous en avez quand même un sacré paquet. Parce que pour voter pour vous, faut être un peu con. Oui, alors je disais,
Les Palestiniens, les Gazaouis, les sans-terre, enfin sans-terre, si, ils ont une terre, mais elle n'est pas véritablement à eux. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on ne se bat pas pour d'autres peuples officiellement qui eux, n'ont pas de terre, qui eux parfois vivent dans leur terre ancestrale, mais ne leur appartient pas parce que ces terres sont dans un territoire souverain. Alors, nous avons les Kurdes. Alors, les Kurdes, c'est peut-être la communauté la plus importante, mais leur terre est partagée entre 4 pays, que sont la Turquie, le Liban, l'Iran et l'Irak. Non, excusez-moi. Quoi qu'au nord Liban, il y a peut-être une partie, mais c'est plutôt la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie. Et d'ailleurs, avec ces communautés qui restent encore dans ces terres ancestrales, des fois ça se passe pas. On se souvient du génocide kurde irakien où Saddam Hussein avait balancé des bombes chimiques. Vous avez aussi, vous avez en Chine les Ouïghours. Oui, vous savez, les fameux Ouïghours, les musulmans réprimés, torturés par le régime chinois. Eux, c'est pareil. Ils ont une terre, mais elle ne leur appartient pas. Elle appartient à la Chine. Vous avez aussi les Rohingyas, en Birmanie. Ben oui, vous savez, ce peuple, pareil, martyrisé, génocidé, brutalisé, que ça avait servi un petit peu d'argument aux Occidentaux pour promouvoir une certaine Aung San Suu Kyi, qui était une dissidente politique du régime militaire. Et que quand elle a été libérée, quand le régime militaire a décidé d'organiser des élections démocratiques, et que finalement elle a gagné ces élections et qu'elle est devenue présidente, on pensait qu'elle allait résoudre le problème des Rohingyas, mais non, en fait, elle a laissé faire. Elle sait faire pourquoi ? Parce que la grande majorité de son électorat, c'est une partie de ce peuple qui ne veut pas, qui ne veut plus, qui veut faire disparaître cette ethnie, cette tribu. Oups. D'ailleurs, preuve en est, c'est quand la dernière fois que vous en avez entendu parler de Aung San Suu Kyi ? À part le film de Besson avec Michel Yeoh. Hein, entendez plus parler, hein. Elle a disparu. Et puis, vous avez... et puis, il y en a un autre, je crois. Je ne sais plus. Peut-être que vous le savez. Et puis, en dehors, évidemment, de tous les natifs du continent américain, qui, eux aussi, les Indiens d'Amérique, ce qu'on appelle les Amérindiens, eux aussi, on leur a piqué toute leur terre. Alors aujourd'hui, ils ont des réserves. On leur octroie une certaine autonomie de gestion, d'administration, etc. Mais ils sont toujours dépendants de l'état dans lequel ils se trouvent. Et puis petit à petit, de toute façon, il va y avoir un problème. Comment dire d'identité. Puisque, je vous rappelle, il y a quelques années de cela, j'avais travaillé justement avec un natif, mais il ne se considérait plus comme natif, il se considérait comme américain. Même s'il avait la physionomie très claire, quand je dis très claire, pas de la couleur de peau, mais sa morphologie ne trompait pas sur ses origines, sur ses racines. Mais il ne voulait plus entendre parler de ça. Pour lui, il se considérait comme américain. Donc, il était complètement assimilé. Oui, ça y est. Je me souviens de cet autre peuple que j'avais oublié, les Tibétains.
Bah oui, nos Tibétains, vous savez, Free Tibet, oui, bien sûr, oui. Que les Chinois ont finalement envahi en 1950, parce que ils estimaient que c'était quand même un pays avec un régime féodal, moyenâgeux, qui datait d'une autre époque, avec des serfs, des esclaves, hein, disons-le. Hein. Donc, si vous voulez, il y a un moment donné où, eux, les Chinois, ils se sont dit non, nous, on va, on arrête tout ça. Alors, j'entends bien le côté philosophique, spirituel des bouddhistes avec le Dalai Lama, ouais. Mais le problème, c'est que Free Tibet, si vous remettez le Tibet entre les mains du Dalai Lama, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va installer une démocratie. C'est pour ça que... Alors on entendait parler dans les années 80, un petit peu dans les années 90. Mais aujourd'hui, le Dalai Lama, c'est quand la dernière fois que vous en avez entendu parler ? Disparu. Alors, bien sûr, chaque peuple devrait pouvoir disposer de lui-même. Chaque peuple devrait pouvoir avoir sa terre, ses frontières, son régime, sa société, défendre sa culture. Sauf que la diversité, oui, mais jusqu'à un certain point. Officiellement, l'ONU reconnaît 195 ou 197 pays. On estime qu'il y en a, en gros, il y en a peut-être 200 ou 203. Le problème de la diversité, c'est que vous-même demain, on vous déplace. Vous allez vous retrouver dans un pays avec une culture complètement différente de la vôtre. Qu'est-ce que vous faites ? Vous avez trois possibilités. Soit vous vous assimilez, c'est-à-dire vous empruntez les codes, les valeurs, les mœurs de cette civilisation dans laquelle vous habitez. Soit vous vous adaptez, vous respectez les mœurs, les règles, les principes, les valeurs fondamentales de ce pays, mais vous gardez quand même votre culture, votre identité, mais faisant attention de ne pas entrer en confrontation avec la culture, la société, les mœurs de celle-ci. Ou alors vous jouez la carte de « moi j'estime que ma culture est meilleure que la tienne, donc je veux imposer mes valeurs, mes principes, au nom de la diversité ». Bon, à partir du moment où vous comprenez ça, vous comprenez que le multiculturalisme, c'est de la connerie. Alors ça fonctionne dans certains endroits. Aux États-Unis, ça fonctionne. Pourquoi ? Parce que quand tu viens sur le territoire américain, quand tu vivres aux États-Unis, tu signes. Tu signes un accord de principe. Tu engages ta parole à respecter tout et pour tout dans la société américaine. Les lois, la culture, les règles, les valeurs, les principes et tout le tralala. Alors après, on ne te demande pas d'abandonner ta culture, etc. On peut t'autoriser à avoir une forme de communautarisme, de vivre entre vous, entre Indiens, entre Pakistanais, entre musulmans, entre Chinois, entre Japonais, entre Coréens, entre Vietnamiens, entre Cambodgiens, entre Mexicains, entre Péruviens, entre Vénézuéliens, entre Honduriens, entre Brésiliens. Ce qui fait que finalement la société américaine elle est relativement morcelée parce que si on arrive à vivre dans l'espace public ensemble, on n'en est pas moins complètement isolé dans notre communautarisme. Et finalement, alors il y a dans les grandes villes
une culture de la mixité, où l'on voit en effet, comme dans les pubs, des Afro-Américains qui vivent avec des Blanches qui vivent avec des Mexicains qui vivent avec des Chinois qui vivent avec des Afro-Américains, etc. Oui, ça existe, hein. Mais le problème, c'est que ces gens représentent l'assimilation ultime. C'est-à-dire qu'ils sont américains. Ils se considèrent comme américains. Ils ont coupé court à leurs origines. Ils n'abandonnent pas, ils ne renient pas leurs origines. Mais dans leurs aptitudes, dans leur comportement, dans leur caractère, dans leur personnalité, ils sont profondément américains. Ça ne les empêche pas, des fois, d'aller faire des voyages dans les pays de leurs ancêtres, d'adopter, par tradition, par exemple, des Chinois américains qui sont là depuis 2, 3, 4 générations, vivent un petit peu en communauté et fêtent le Nouvel An chinois. Mais ils n'ont plus rien à voir avec la culture chinoise. Ils sont américains. Si vous voulez, c'est un peu comme la Saint-Patrick. Qui en France n'a pas fêté la Saint-Patrick dans un pub ou dans un bar? Alors que finalement, c'est pas votre culture, c'est pas votre tradition. Mais voilà, il y a une appropriation. Alors j'entends bien, c'est purement mercantile, purement commercial, mais quand même. Par contre, en Europe, c'est plus compliqué. Parce que si aux États-Unis, les représentations des minorités restent relativement faibles concernant des gens qui ont des principes et des valeurs culturelles parfois diamétralement différents de ce qu'on applique à la société américaine, là j'entends plus particulièrement des pratiques religieuses très rigoristes, très radicales. Souvent, ils vivent dans leur coin, ils emmerdent personne, mais voilà, quand tu vas chez eux, ils appliquent, par exemple, la petite ville, là, qui s'appelle Auburn, je crois, au nord-ouest de Détroit. Le maire est musulman, le conseil municipal est musulman, donc ils appliquent et font appliquer et font voter des décrets qui sont inspirés par leurs valeurs. Je vous l'avais expliqué. Ils ont interdit, par exemple, tous les drapeaux LGBTQ+, dans les rues de la ville. Ils ont interdit tous les livres prônant, militant toute la culture LGBTQ+, mais même les livres d'éducation sexuelle. Et évidemment, ils ont créé des écoles coraniques. Mais voilà, ça reste, si vous voulez, c'est un petit microcosme. Ça n'a aucune influence, même limitrophe. Bon, évidemment, le gouvernement de l'État de Michigan, et plus particulièrement de la ville de Détroit, ont fait en sorte d'élargir l'assimilation, si bien que vous avez quasiment aujourd'hui beaucoup de panneaux, de documents qui sont écrits en arabe. Moi, j'avais été comment on appelle ça, au parc animalier de je ne sais plus où exactement. Il y a de l'anglais, de l'espagnol et de l'arabe. Mais je veux dire, pourquoi pas? Ça tend la main à l'intégration. On fait en sorte de vous permettre de pouvoir accéder à de l'information dans votre langue, dans votre langage, dans votre dialecte. Mais par contre,
Les valeurs, les lois, c'est ça. Donc respectez-les. Alors je dis en Europe, c'est différent. Parce qu'en Europe, les proportions de gens qui vivent en France ou en Europe, qui sont de nationalité par soit la naturalisation ou par le droit du sol, parfois sur 1, 2, 3, 4, 5 générations, mais qui ont conservé des valeurs, des principes, des mœurs culturelles de leurs racines, de leurs origines, mais qui, dans certains principes, rentrent en contradiction avec les lois de la République, et là je pense particulièrement à la laïcité, évidemment que ça va mal se passer un jour. Parce que les politiciens, ils ne pourront pas continuer à essayer de vous faire culpabiliser. Attention, si tu critiques, t'es raciste. Non, il y a un moment donné où ça ne peut pas fonctionner. Il y a un moment donné, ces politiciens, consciemment ou inconsciemment, ils mettent en opposition des cultures qui, un jour ou l'autre, vont finir par se taper sur la gueule. Ça commence déjà, les femmes voilées qui commencent à se faire agresser. Qu'est-ce que vous espériez? À force de toujours faire monter la température, à force de toujours faire culpabiliser, à force de forger la frustration chez des gens, il y a un moment donné où vous allez finir par pousser certaines personnes un peu fragiles à l'acte. Oh mon Dieu! Alors je vais terminer par un autre sujet que j'avais abordé dans la précédente vidéo, mais là je vais revenir dessus parce que sur les réseaux sociaux, il y en a qui sont en train de se palucher. Ce fameux général qui a dit « Oh, vous savez, la Russie considère que la France est son ennemi numéro 1. » Ouais, et alors? Parce que vous croyez que la France n'a pas un protocole pour pouvoir attaquer les États-Unis, comme les États-Unis n'ont pas un protocole pour pouvoir attaquer la France? On fait copain-copain en apparence, mais imaginez demain, pouf, Donald Trump, il décide de péter un plomb. Faudrait bien que si jamais il décide d'attaquer l'Europe, on ait une réponse. Et la réponse, ne s'improvise pas comme ça en appuyant juste sur un bouton. Il faut des plans, il faut des protocoles. Donc ces protocoles, ils existent. Il y a dans les dossiers de la stratégie nucléaire française des protocoles qui permettent de lancer des missiles sur New York, Washington, Miami, Los Angeles. Ça existe. Alors maintenant, qu'on vient de vous dire que la Russie considère que la France est son ennemi numéro 1, on est d'accord que de toute façon le processus, je vous l'ai déjà expliqué, encore une fois, ça fait depuis des années que je le dis, et vous verrez qu'ils finiront par commencer à développer une situation de psychose pour faire peur aux gens, et que par la peur, ils obtiendront le consentement de mettre en commun l'armement nucléaire français et britannique, par exemple. Le consentement de balancer des centaines de milliards d'euros pour créer une armée européenne. Une armée européenne qui, de plus en plus, semble basculer vers un commandement qui sera allemand. Parce que je vous le répète, la France actuellement, elle est dans une situation où vous avez la BCE qui font comme des requins, c'est-à-dire qui tournent autour, et au-dessus, vous avez des vautours, le FMI, qui vous tourne autour. Parce que la situation économique de la France, est-ce que j'ai besoin de vous rappeler le niveau de la dette, etc. Alors même si on vous explique, oui, mais ça n'a rien à voir, les pays resteront toujours souverains, blablabla. Oui, bien sûr, oui. Oui, pas de problème. Tant qu'il y aura une population pour payer la facture. Bon, sauf que le problème en France, pour payer la facture, rien ne serait-ce que pour les impôts
sur le revenu, il faut rappeler quand même que vous n'êtes que 48% de la population active qui paye des impôts. Le reste, soit ils sont exonérés par des lois, par des principes. C'est comme là, hein, on vient de vous dire, oh, rendez-vous compte, 211 milliards d'euros sont donnés aux entreprises. Lesquelles ? Vous venez juste de découvrir ça aujourd'hui ? Alors ça fait des décennies qu'on file du fric à des entreprises qui normalement doivent avoir des engagements, mais c'est quoi le levier que tu as contre ces entreprises pour qu'elles respectent leurs engagements ? Bah t'en as pas. T'en as pas parce que si demain tu dis bah vous avez été méchante, donc on vous supprime vos allocations. Bon bah merci, au revoir, on s'en va ailleurs. Logique. Allez, je vous laisse méditer sur tout ça. D'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien. Et puis gros bisous.